Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Laissez le bruit du monde s'estomper doucement comme une étoile lointaine disparaissant à l'horizon. Ce soir, nous n'allons pas chercher le sommeil. Nous allons l'inviter à venir à nous, bercé par les plus grands mystères de l'univers. Avez-vous déjà tendu l'oreille dans le silence le plus total, espérant percevoir quelque chose au-delà du connu? Les astronomes font cela chaque nuit. Ils écoutent le cosmos. Et parfois, dans le silence infini, le cosmos leur répond. Il ne répond pas avec des mots, mais avec des murmures énigmatiques, des flashs d'énergie si brefs et si puissants qu'ils défient notre imagination. Nous les appelons les sursauts radiorapides. La plupart des scientifiques pensent qu'ils sont le fruit de phénomènes naturels violents, comme la colère d'étoiles mortes. Mais une autre idée, plus audacieuse, plus troublante, persiste. Et si ces signaux n'étaient pas naturels? Et si, à des milliards d'années-lumière de nous, nous entendions le murmure lointain des moteurs de vaisseaux spatiaux? Ce soir, je vous invite à un voyage apaisant au cœur de cette question. Laissez votre esprit flotter. Alors que nous explorons ensemble ce mystère cosmique, pour comprendre l'émerveillement et la surprise que ces signaux ont provoqué, il faut d'abord se représenter l'immensité silencieuse de l'espace. Imaginez-vous flottant dans le vide interstellaire. Autour de vous, une obscurité profonde, veloutée, piquée de la lumière silencieuse d'étoiles, si lointaines qu'elles ressemblent à de la poussière de diamant. Il n'y a pas de son, car le son a besoin d'un milieu pour voyager. Le silence est absolu, total. C'est dans ce silence que les astronomes ont plongé leurs oreilles électroniques, les gigantesques antennes des radiotélescopes. Pendant des décennies, le ciel radio était relativement calme, prévisible. On y entendait le souffle des étoiles, le grondement lointain des galaxies, une sorte de bruit de fond cosmique, la rémanence du Big Bang. C'était une musique familière, la berceuse de l'univers. Et puis, en 2007, un étudiant a remarqué quelque chose d'étrange dans de vieilles données. Un signal, un cri, un éclat d'une puissance inouïe qui n'avait duré que 5 millièmes de seconde. Il venait de très loin, bien au-delà de notre galaxie. Il était si bref, si intense et si inattendu qu'il fut d'abord pris pour une erreur, un parasite instrumental. Mais il n'en était rien. C'était le tout premier sursaut radio rapide jamais identifié. La porte venait de s'ouvrir sur un tout nouveau mystère et le silence familier du cosmos ne serait plus jamais tout à fait le même. Le premier signal, désormais célèbre sous le nom de sursaut de Lorimer, du nom de son découvreur, a été une véritable révolution silencieuse dans le monde de l'astrophysique. Imaginez le décor. Nous sommes en 2007. Duncan Lorimer, professeur à l'université de Virginie occidentale, demande à l'un de ses étudiants, David Narkevich, d'analyser des données d'archives. Ces données proviennent du grand radiotélescope de Parkes en Australie, une immense parabole de 64 mètres de diamètre, sensible aux murmures les plus faibles du cosmos. L'étudiant ne cherche rien de particulier. Il s'agit d'un exercice, d'une exploration de routine. Il passe au crible des enregistrements datant de 2001, des heures et des heures, de ce qui ressemble surtout qu'à du bruit de fond. Et puis, soudain, il voit une anomalie, une pointe
sur un graphique. Un pic d'une intensité folle. Un signal qui a déposé plus d'énergie en quelques millisecondes que le Soleil n'en produit en une journée entière. Le plus étrange, c'est sa brièveté. C'est comme entendre un coup de tonnerre assourdissant qui ne durerait que le temps d'un battement de cils. La première réaction, bien sûr, est le scepticisme. L'équipe vérifie tout. Est-ce un défaut de l'instrument? Une interférence terrestre? Un four à micro-ondes dont la porte a été ouverte trop tôt dans la cuisine du télescope? C'est une cause célèbre d'interférences étranges que l'on a baptisée périton. Mais non, ce signal est différent. Il porte en lui une signature, une preuve de son long voyage. Les ondes radio de différentes fréquences qui le composent ne sont pas arrivées exactement en même temps. Les basses fréquences sont arrivées légèrement en retard, comme si elles avaient dû se frayer un chemin plus difficile à travers l'espace. C'est ce qu'on appelle la mesure de dispersion. Ce retard trahit la distance parcourue, et le calcul est sans appel. Le signal a voyagé pendant des milliards d'années avant de nous atteindre. Il ne vient pas de notre galaxie, il vient des profondeurs de l'univers. Ce n'était pas un parasite, c'était un véritable messager venu d'un autre temps et d'un autre lieu. Un messager dont nous ne comprenions absolument pas la nature. Le silence avait été brisé par un cri, et personne ne savait qui ou quoi avait crié. Pour vraiment saisir la nature de ce phénomène, nous devons plonger dans la physique même du signal. Imaginez que vous êtes au bord d'un lac, parfaitement calme. Vous lancez une pierre. Une onde se propage à la surface, circulaire, parfaite. Maintenant, imaginez que cette onde n'est pas faite d'eau, mais d'énergie radio, et que le lac, c'est l'univers tout entier. Le sursaut radio rapide, ou FRB, est cette onde. Mais la pierre qu'il a créée n'est pas une simple pierre. C'est un événement d'une violence cataclysmique. Le signal lui-même est une bouffée d'ondes radio couvrant un large spectre de fréquences, un peu comme la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La caractéristique la plus stupéfiante est sa durée. 5 millisecondes. 1000 fois plus court qu'une seconde. Essayez de claquer des doigts. Le son que vous entendez dure probablement plus longtemps. Et pourtant, dans ce laps de temps infinitésimal, le FRB libère une quantité d'énergie absolument colossale. Pour se faire une idée, les scientifiques ont calculé que si notre Soleil pouvait stocker toute l'énergie qu'il produit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et la libérer d'un seul coup, en une seule impulsion, cela ressemblerait à l'énergie d'un FRB. C'est une concentration d'énergie dans le temps et l'espace qui est difficile à concevoir pour notre esprit. C'est comme si toute la puissance d'une centrale nucléaire pendant un siècle était libérée en un éclair. Cette combinaison d'une durée extrêmement courte et d'une puissance immense est au cœur du paradoxe des FRB. Quelle que soit la source, elle doit être à la fois incroyablement puissante et incroyablement petite. Pourquoi petite? Parce que selon les lois de la physique, la durée d'un signal lumineux ou radio est liée à la taille de sa source. Un objet ne peut pas émettre un signal plus court que le temps que met la lumière à le traverser. Un flash de 5 millisecondes implique donc que la source ne peut pas mesurer plus de 1000
500 kilomètres de diamètre. C'est plus petit que la Terre, plus petit même que la Lune. Nous cherchons donc un objet minuscule, capable de déchaîner la puissance d'une étoile en une fraction de seconde. La liste des candidats potentiels dans l'univers connu est très, très courte. Le paradoxe énergétique est sans doute l'aspect le plus déroutant des sursauts radio-rapides. Il nous force à repenser les limites de la physique et les événements les plus extrêmes de l'univers. Plongeons ensemble dans cette énigme. Comme nous l'avons vu, l'énergie libérée en quelques millisecondes est comparable à celle que notre Soleil émet sur une très longue période. Mais le Soleil est une étoile relativement calme. Comparons cette énergie à d'autres phénomènes cosmiques. Une supernova, l'explosion d'une étoile massive en fin de vie, est l'un des événements les plus lumineux et les plus énergétiques que nous connaissions. Pendant quelques semaines, une seule supernova peut briller plus fort que sa galaxie haute tout entière, composée de milliards d'étoiles. C'est une libération d'énergie inimaginable. Et pourtant, la plupart de cette énergie est libérée sous forme de lumière visible, de rayons X, de neutrinos et d'ondes de choc. La fraction de l'énergie d'une supernova qui est convertie en ondes radio est relativement faible. Un FRB, lui, concentre une énergie comparable dans le seul domaine des ondes radio, et ce, en un instant. C'est comme si la nature avait trouvé un moyen de canaliser toute la fureur d'une explosion stellaire dans un faisceau radio ultra concentré et ultra bref. Comment est-ce possible? Quel mécanisme physique peut être aussi efficace pour convertir de l'énergie en ondes radio? C'est une question fondamentale. Les processus que nous connaissons, même les plus violents, ont tendance à dissiper leur énergie sur de longues périodes et dans de multiples formes. Un FRB semble être le contraire, une focalisation parfaite, une efficacité redoutable. C'est ce qui a immédiatement fait tiquer de nombreux scientifiques. Dans la nature, une telle efficacité est rare. La plupart des processus sont désordonnés, chaotiques. Un événement qui semble si parfaitement optimisé pour produire un type d'émission spécifique pourrait faire penser à une technologie. Bien sûr, l'univers est plein de surprises et il est très probable qu'il existe des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore. Mais ce paradoxe énergétique a ouvert la porte à des spéculations plus audacieuses. Si la nature a du mal à expliquer une telle concentration d'énergie, peut-être devrions-nous chercher une explication qui ne soit pas naturelle. Avant d'en arriver là, les astronomes ont dû s'assurer d'une chose. D'où venaient précisément ces signaux? La réponse se cachait dans le signal lui-même. La clé pour percer le mystère de la distance des sursauts radio-rapides se trouve dans un phénomène subtil mais magnifique, appelé la dispersion. C'est une véritable empreinte digitale laissée par le cosmos sur le signal, un témoignage de son long et solitaire voyage. Pour le comprendre, imaginez une course. Plusieurs coureurs partent exactement en même temps, sur la même ligne de départ. La source du FRB, c'est cette ligne de départ. Les coureurs, ce sont les différentes fréquences qui composent le signal radio. Les hautes fréquences et les basses fréquences. Dans un vide parfait, tous les coureurs, toutes les fréquences, se déplacent à la même vitesse, la vitesse de la lumière.
Ils arriveraient donc tous en même temps à la ligne d'arrivée, notre radiotélescope. Mais l'espace entre les galaxies n'est pas un vide parfait. Il est incroyablement ténu, bien plus vide que le meilleur vide que nous puissions créer en laboratoire. Mais il n'est pas complètement vide. Il est parsemé d'un brouillard d'électrons libres, des particules arrachées aux atomes par la lumière des étoiles. Et ce brouillard, ce plasma intergalactique, agit comme un terrain de course légèrement accidenté. Il ralentit très légèrement les ondes radio. Et, point crucial, il ne les ralentit pas toutes de la même manière. Les ondes de basse fréquence, nos coureurs un peu moins agiles, sont plus affectées par les électrons. Elles interagissent davantage avec le plasma et sont donc un peu plus ralenties. Les ondes de haute fréquence, elles, sont moins perturbées et conservent une vitesse très proche de celle de la lumière dans le vide. Le résultat est que, sur des milliards d'années-lumière, un petit décalage s'accumule. À l'arrivée sur Terre, les hautes fréquences du signal arrivent les premières, suivies une fraction de seconde plus tard par les basses fréquences. C'est cet étalement du signal, cet ordre d'arrivée, que les astronomes appellent la mesure de dispersion. En mesurant précisément ce retard et en estimant la densité moyenne d'électrons dans l'univers, ils peuvent calculer le nombre total d'électrons que le signal a rencontrés sur son chemin. Et ce nombre est directement proportionnel à la distance parcourue. C'est grâce à cette technique élégante que nous savons avec certitude que les FRB sont des phénomènes extragalactiques. Les mesures de dispersion sont bien trop élevées pour qu'ils proviennent de notre propre galaxie. Ils viennent de galaxies lointaines, si lointaines que la lumière a mis des milliards d'années pour nous parvenir. Chaque FRB est donc une capsule temporelle, un écho d'un événement qui s'est produit dans un passé incroyablement reculé, bien avant que l'humanité n'existe. Une fois que les astronomes ont eu la certitude que ces signaux provenaient de galaxies lointaines, la prochaine étape logique était de les localiser avec précision. Ce n'est pas une tâche facile. Un FRB est si bref qu'il est difficile de pointer plusieurs télescopes vers lui en même temps. Il faut utiliser des réseaux de radiotélescopes, des instruments séparés par de grandes distances qui observent le ciel simultanément. En combinant leurs données, on peut trianguler la position du signal avec une précision remarquable, un peu comme le GPS utilise plusieurs satellites pour déterminer votre position sur Terre. Les premières localisations réussies ont été des moments de triomphe pour la communauté scientifique. Enfin, on pouvait voir les galaxies qui abritaient ces monstres énergétiques. Et ce que nous avons découvert a ajouté une nouvelle couche de complexité au mystère. On aurait pu s'attendre à ce que les FRB proviennent de galaxies très actives, des galaxies massives en pleine phase de formation d'étoiles, où les événements cataclysmiques, comme les supernovae, sont fréquents. Et en effet, certains FRB ont été localisés dans de telles galaxies. Mais d'autres, à la surprise générale, ont été trouvés dans des environnements très différents. Par exemple, l'un des premiers FRB localisés avec précision provenait d'une petite galaxie naine. Une galaxie bien plus petite et moins massive que notre Voie lactée, avec une activité de formation d'étoiles relativement faible. Un autre a été trouvé dans les bras spiraux d'une galaxie majestueuse,
semblable à la nôtre. Un autre encore a été repéré dans le halo d'une galaxie, une région diffuse et peu dense en étoiles, loin du disque principal. Et plus récemment, certains ont même été associés à des amas globulaires de très anciennes et très denses collections d'étoiles. Cette diversité d'environnement est un véritable casse-tête. Si les FRB étaient produits par un seul type d'événement, disons un type particulier de supernova, on s'attendrait à les trouver principalement dans des régions où ces événements sont courants. Le fait qu'on les trouve dans des galaxies jeunes et vieilles, grandes et petites, actives et calmes, suggère plusieurs possibilités. Soit il existe plusieurs mécanismes différents capables de produire des FRB, une sorte de ménagerie cosmique de sources. Soit la source des FRB est un objet qui peut exister dans une très grande variété d'environnements galactiques. Cette dernière idée est particulièrement intéressante car elle pointe vers des objets stellaires fondamentaux et communs, comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, qui peuvent se former dans presque n'importe quelle galaxie. Chaque nouvelle localisation est une pièce du puzzle, mais pour l'instant, l'image globale reste floue, comme une photographie cosmique que nous essayons de mettre au point. Pendant près d'une décennie après la découverte du premier sursaut, tous les FRB détectés étaient des événements uniques. Un flash, puis plus rien. Le ciel à cet endroit redevenait silencieux. Cette nature éphémère a fortement orienté les théories vers des événements cataclysmiques, destructeurs. Après tout, si la source explose pour créer le signal, il est logique qu'elle ne puisse pas le refaire. Les modèles privilégiés impliquaient donc la fusion de deux étoiles à neutrons, l'effondrement d'une étoile massive en trou noir, ou d'autres cataclysmes cosmiques qui ne se produisent qu'une seule fois. C'était une image cohérente, bien que mystérieuse. Et puis, en 2016, tout a changé. Une équipe utilisant le grand radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico, a détecté un sursaut, catalogué sous le nom de FRB 121102. Mais cette fois, ils ont eu la bonne idée de continuer à observer la même petite région du ciel. Et quelques jours plus tard, un autre sursaut est apparu, venant exactement du même endroit. Puis, un autre. Et encore un autre. C'était la découverte du tout premier FRB répétitif. Ce n'était plus un événement unique et destructeur. C'était quelque chose, ou quelqu'un, qui était capable de produire ces éclats d'énergie colossale, encore et encore. La source, quelle qu'elle soit, survivait à ses propres éruptions. Cette seule découverte a balayé d'un seul coup toutes les théories cataclysmiques. La fusion d'étoiles à neutrons, les supernovae. Tout cela ne pouvait pas expliquer un phénomène qui se répète. Il fallait un moteur durable, un mécanisme capable de se recharger et de se décharger à plusieurs reprises. L'attention s'est immédiatement tournée vers des objets plus stables, bien que toujours extrêmes, comme les étoiles à neutrons en rotation rapide, les pulsars ou les magnétars, ou bien sûr vers des sources artificielles. Un phare galactique, par définition, doit clignoter. Un système de propulsion doit fonctionner de manière intermittente. Le FRB répétitif est devenu une sorte de Saint Graal pour les chercheurs. Sa position a pu être identifiée avec une précision extrême, pointant vers une petite galaxie naine à 3 milliards d'années-lumière. Les astronomes ont observé cet objet avec tous les télescopes possibles,
dans toutes les longueurs d'onde, espérant trouver un indice. Ils ont découvert que la source se trouve dans une région de formation d'étoiles, très active, une véritable pouponnière stellaire. De plus, la source est entourée d'un environnement magnétisé très puissant. Ces indices pointaient fortement vers un objet jeune et très énergétique, probablement un magnétar. Mais le mystère de la répétition elle-même restait entier. Pourquoi se répétait-il ? Et pourquoi de manière si erratique, avec des périodes de grande activité suivies de longs silences? La découverte du premier répétiteur n'a pas résolu le mystère, elle l'a rendu encore plus profond et fascinant. La découverte des sursauts répétitifs a beau avoir révolutionné le domaine, elle a aussi créé une nouvelle division, une nouvelle énigme. Car la grande majorité des centaines de FRB que nous avons détectées depuis ne se sont jamais répétées. Du moins, pas que nous ayons vu. Un flash unique, un cri solitaire dans la nuit cosmique, puis un silence éternel. Cela nous place face à une question fondamentale. Assistons-nous à deux types de phénomènes distincts? Ou bien les non-répétiteurs? Sont-ils simplement des répétiteurs que nous n'avons pas encore eu la chance de surprendre une seconde fois? Explorons la première hypothèse. Il pourrait exister deux classes de FRB. Les premiers, les non-répétiteurs, seraient le fruit de ces événements cataclysmiques que nous avions imaginés au début. La collision de deux étoiles à neutrons, la fusion de deux trous noirs ou l'effondrement d'une étoile supermassive. Ces événements sont, par nature, uniques. La source est détruite dans le processus. Il produirait un unique et puissant éclat radio, et ce serait la fin de l'histoire. La seconde classe, les répétiteurs, serait produite par un mécanisme complètement différent, impliquant un objet stable, comme un magnétar. Cet objet pourrait survivre à ses propres éruptions et en produire de nouvelles, de manière sporadique. Cette idée d'une double origine est séduisante, car elle permet de réconcilier toutes les observations. Mais elle pose aussi un problème. Pourquoi la nature aurait-elle inventé deux manières si différentes de produire des signaux qui, pour nous, se ressemblent tant? L'autre hypothèse est peut-être encore plus intrigante. Et si tous les FRB étaient, en principe, capables de se répéter? Peut-être que ceux que nous cataloguons comme non répétiteurs sont simplement des sources dont le rythme de répétition est très, très lent. Ils pourraient se manifester une fois tous les 10 ans, tous les siècles ou tous les millénaires. Nos campagnes d'observation, qui ne durent généralement que quelques heures ou quelques jours sur une même cible, seraient tout simplement trop courtes pour les détecter à nouveau. Ou alors, leur répétition pourrait être hautement directionnelle. Imaginez un phare qui tourne. Si son faisceau est très étroit, il ne balayera notre direction que très rarement. Nous pourrions voir un flash, puis le faisceau se déplacerait, et nous ne le reverrions peut-être jamais. Cette idée est particulièrement pertinente si l'on considère l'hypothèse d'une source artificielle comme un système de propulsion. Le faisceau énergétique ne serait pas destiné à nous éclairer. Nous ne ferions que l'intercepter par hasard au moment où il balaie notre ligne de mire. Le débat fait rage dans la communauté scientifique. Certains pensent que les propriétés statistiques des deux populations, durée, énergie, polarisation, sont suffisamment différentes pour justifier deux classes distinctes. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'un continuum
d'un seul et même phénomène, observé sous des angles différents ou à des stades différents de son évolution. Le mystère des non-répétiteurs nous rappelle à quel point nos observations sont limitées par le temps et la chance. Nous n'avons qu'un bref aperçu d'un drame cosmique qui se déroule sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement. Face à la nécessité d'expliquer les FRB répétitifs, les astrophysiciens se sont tournés vers les objets les plus extrêmes de l'univers. Et en tête de liste des suspects naturels se trouve le magnétar. Pour comprendre ce qu'est un magnétar, il faut remonter à la mort d'une étoile très massive, beaucoup plus massive que notre Soleil. À la fin de sa vie, lorsque son carburant nucléaire est épuisé, le cœur de l'étoile ne peut plus résister à sa propre gravité et s'effondre sur lui-même de manière catastrophique. Les couches externes de l'étoile sont soufflées dans une explosion titanesque que l'on appelle une supernova. Ce qui reste au centre est un cadavre stellaire d'une densité inimaginable, une étoile à neutrons. Imaginez toute la masse du Soleil, et même plus, comprimée dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre. La matière y est si dense qu'une simple cuillère à café de cette substance pèserait autant qu'une montagne sur Terre. Ces objets tournent sur eux-mêmes à des vitesses prodigieuses, parfois plusieurs centaines de fois par seconde. Mais certains de ces nouveau-nés stellaires possèdent quelque chose en plus, pour des raisons encore mal comprises, liées aux conditions de l'effondrement. Ils héritent d'un champ magnétique, d'une puissance qui dépasse l'entendement. C'est cela, un magnétar. Son champ magnétique est des milliers de milliards de fois plus puissant que celui de la Terre, et des centaines ou des milliers de fois plus puissant que celui d'une étoile à neutrons ordinaire. C'est le champ magnétique le plus puissant que nous connaissions dans l'univers. Pour vous donner une idée, si un magnétar se trouvait à mi-chemin de la Lune, son champ magnétique effacerait les données de toutes les cartes de crédit sur Terre. Il est si puissant qu'il déforme la structure même de l'atome, l'étirant en une forme de cigare. La physique et la chimie telles que nous les connaissons n'existent plus à la surface d'un magnétar. La croûte solide de l'étoile est soumise à une tension colossale, car les lignes de champ magnétique qui y sont ancrées se tordent et se réarrangent constamment. C'est une véritable bombe à retardement cosmique. Cette énergie magnétique phénoménale est le réservoir parfait pour alimenter les sursauts radio rapides. Le magnétar n'a pas besoin de s'autodétruire pour libérer de l'énergie. Il lui suffit de puiser dans ses réserves magnétiques quasi inépuisables. Le magnétar est donc devenu le suspect numéro 1, le candidat naturel le plus prometteur pour expliquer, du moins, une partie du mystère des FRB. Maintenant que nous avons fait connaissance avec le magnétar, ce monstre cosmique au magnétisme démesuré, voyons comment il pourrait concrètement produire un sursaut radio rapide. Le mécanisme exact est encore débattu, mais l'idée générale repose sur la violence extrême de son environnement. Imaginez la surface du magnétar. C'est une croûte solide, probablement composée de noyaux de fer, maintenue par une gravité écrasante. Les lignes de son champ magnétique, invisibles mais incroyablement puissantes, sont ancrées dans cette croûte. En raison de la rotation de l'étoile et de la dynamique interne, ces lignes de champ se tordent, s'emmêlent, accumulant une tension phénoménale, un peu comme on tord un élastique.
À un certain point, la tension devient si grande que la croûte ne peut plus la supporter. Elle se fracture. C'est un séisme stellaire ou starquake. La rupture de la croûte, même sur une petite zone, libère une quantité d'énergie absolument stupéfiante. Cette énergie se propage sous forme d'ondes sismiques à travers l'étoile, la faisant vibrer comme une cloche. Mais surtout, cette rupture provoque une réorganisation soudaine et violente du champ magnétique à l'extérieur de l'étoile. Les lignes de champ qui étaient tordues se réalignent brutalement. C'est ce qu'on appelle un événement de reconnexion magnétique. C'est un peu le même phénomène qui est à l'origine des éruptions solaires sur notre Soleil, mais à une échelle des millions de fois plus puissante. Cette reconfiguration explosive du champ magnétique chauffe le plasma environnant à des températures extrêmes et accélère les particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces particules, piégées et guidées par le champ magnétique, émettent alors un faisceau intense de rayonnement. Selon certaines théories, ce processus peut produire un faisceau très concentré d'ondes radio. Si ce faisceau, tel le rayon d'un phare, balaye la direction de la Terre, nous observons un sursaut radio rapide. Ce modèle a l'avantage d'expliquer plusieurs caractéristiques clés. Il explique la brièveté du signal, liée à la rapidité de la reconnexion magnétique. Il explique l'énergie colossale, puisée dans le réservoir magnétique du magnétar. Et surtout, il explique la répétition. Après un séisme stellaire, la croûte peut se ressouder et la tension magnétique peut commencer à s'accumuler à nouveau, préparant le terrain pour un prochain sursaut. Le cycle peut se répéter de nombreuses fois, de manière erratique, tant que le magnétar dispose d'une réserve d'énergie magnétique suffisante. C'est un scénario élégant, violent et entièrement naturel, un scénario qui semblait purement théorique jusqu'à un jour d'avril 2020. Pendant des années, le lien entre les magnétars et les sursauts radio rapides n'était qu'une hypothèse séduisante, un modèle théorique parmi d'autres. Il manquait la preuve irréfutable, l'observation qui connecterait directement les deux phénomènes. Il manquait ce que les enquêteurs appellent le pistolet fumant. Cette preuve est arrivée le 28 avril de l'année 2020, et elle n'est pas venue d'une galaxie lointaine, mais de notre propre jardin cosmique, la Voie lactée. Un magnétar connu, nommé SGR 1935 plus 2154, situé à environ 30 000 années-lumière de la Terre, est entré dans une phase d'activité intense. Ce magnétar était déjà surveillé par des télescopes à rayons X et gamma, car ces objets sont connus pour leurs éruptions de haute énergie. Et ce jour-là, les télescopes ont détecté une bouffée de rayons X très puissante provenant de sa direction. Mais ce qui a rendu cet événement historique, c'est ce qui s'est produit au même instant. 2 radiotélescopes terrestres, dont le télescope canadien CHIME, qui est spécialement conçu pour chasser les FRB, ont détecté un sursaut radio. Un sursaut bref et intense, venant précisément de la direction du magnétar. C'était la première fois qu'un sursaut de type FRB était détecté en association temporelle et spatiale avec une éruption d'un magnétar. Le lien était fait. La communauté astrophysique était en effervescence. C'était la confirmation que les magnétars peuvent et savent produire des sursauts radio rapides. Le pistolet fumait encore.
l'affaire semblait classée. Cependant, comme souvent en science, une réponse apporte son lot de nouvelles questions. Le sursaut radio émis par le magnétar de notre galaxie était puissant, très puissant selon les normes galactiques. Mais il était des centaines, voire des milliers de fois moins énergétique que les FRB que nous détectons depuis les galaxies lointaines. Il était, en quelque sorte, une version anémique, une version miniature de ses cousins extragalactiques. Cela a ouvert un nouveau débat. Le magnétar de notre galaxie représente-t-il la norme? Et les FRB lointains sont-ils des événements exceptionnellement rares et puissants que nous ne voyons que parce qu'ils sont les plus brillants? Ou bien les FRB lointains sont-ils produits par un mécanisme différent ou par une classe de magnétars beaucoup plus jeune et plus actif? L'observation de 2020 a prouvé que le concept de base était correct, mais elle n'a pas réussi à expliquer l'énergie extrême des événements les plus distants. Le mystère était loin d'être résolu. Il s'était simplement déplacé. Nous savions maintenant qu'un type de monstre pouvait crier, mais nous ne savions pas s'il était le seul, ni comment il pouvait parfois crier si fort. La découverte du FRB galactique a renforcé la candidature du magnétar, mais elle a aussi souligné ses faiblesses. Le principal problème, comme nous l'avons évoqué, est l'énergie. L'événement de 2020 était un murmure comparé aux hurlements que nous entendons depuis l'univers lointain. Pour qu'un magnétar produise un FRB extragalactique typique, il faudrait qu'il convertisse une fraction énorme de son énergie magnétique en ondes radio avec une efficacité redoutable. C'est peut-être possible, mais cela demande des conditions physiques extrêmes, peut-être à la limite de ce que nos modèles permettent. Peut-être que seuls les magnétars les plus jeunes, juste après leur naissance, dans une supernova, possèdent l'énergie et la dynamique nécessaires pour produire de tels éclats. Cela expliquerait pourquoi certains FRB sont trouvés dans des régions de formation d'étoiles, là où naissent demeurent des étoiles massives. Mais cela n'explique pas les FRB trouvés dans des environnements plus vieux et plus calmes, où les magnétars jeunes devraient être rares. Un autre problème est la diversité des signaux. Certains FRB ont une structure temporelle très simple, un pic unique et net. D'autres sont plus complexes, avec de multiples pics, descendant en fréquence, un peu comme le son d'un sifflet triste. Certains ont une polarisation très ordonnée, ce qui suggère un champ magnétique très structuré, tandis que d'autres ont une polarisation plus chaotique. Le modèle simple du séisme stellaire sur un magnétar a du mal à rendre compte de toute cette diversité. Il faudrait imaginer des géométries de champs magnétiques très différentes, des mécanismes de rupture de croûte variés, ou des environnements de plasma complexes autour de l'étoile pour expliquer toutes ces signatures. C'est possible, mais cela rend le modèle moins élégant et moins unificateur. Enfin, il y a la question des répétiteurs au comportement périodique. Certains FRB répétitifs ne se contentent pas de flasher de manière aléatoire. Ils ont des cycles d'activité. Ils sont actifs pendant une certaine période, puis silencieux, puis actifs à nouveau, avec une régularité d'horloge. Un magnétar isolé a du mal à expliquer une telle périodicité. Ces éruptions devraient être stochastiques, imprévisibles, comme les tremblements de terre sur notre planète.
Pour obtenir une horloge, il faut généralement un mouvement orbital, comme une étoile tournant autour d'une autre. On pourrait imaginer un magnétar en orbite autour d'un compagnon, mais cela complique encore le modèle. Face à ces difficultés, même si le magnétar reste le principal suspect naturel, il est sage de garder l'esprit ouvert et d'explorer d'autres possibilités. L'univers a plus d'un tour dans son sac, et les événements les plus violents pourraient receler d'autres surprises. Si le modèle du magnétar ne peut pas tout expliquer, quels autres phénomènes naturels pourraient être à l'origine? Du moins pour les FRB non répétitifs et cataclysmiques. L'un des candidats les plus spectaculaires est la fusion de deux étoiles à neutrons. Imaginez deux de ces cadavres stellaires ultra denses, nés de supernovae distinctes, mais liés par la gravité en un couple binaire. Pendant des millions d'années, ils orbitent l'un autour de l'autre, se rapprochant inexorablement en spirale. Leur danse cosmique émet des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui emportent de l'énergie et resserrent leur orbite. Dans les dernières secondes de leur vie commune, ils tournent l'un autour de l'autre à une vitesse proche de celle de la lumière, se déformant mutuellement par des forces de marée titanesques. Puis, c'est la collision, la fusion. C'est un événement d'une violence inouïe. Les deux étoiles sont déchiquetées et leur matière est soit engloutie pour former un trou noir, soit éjectée dans l'espace. Cet événement produit une explosion de lumière appelée kilonova, une bouffée intense d'ondes gravitationnelles que nous pouvons maintenant détecter sur Terre, et une émission de rayons gamma. Mais il pourrait aussi, en théorie, produire un puissant sursaut radio. L'idée est que, lors de la fusion, les champs magnétiques des deux étoiles à un neutron sont combinés et amplifiés de manière exponentielle. Pendant un très bref instant, un champ magnétique ultra puissant est créé, et son effondrement soudain pourrait générer une bouffée d'ondes radio. Ce scénario a l'avantage d'expliquer l'énergie immense des FRB et leur nature non répétitive. Une fois que les étoiles ont fusionné, le spectacle est terminé. De plus, nous savons que ces événements se produisent car nous les avons observés grâce aux ondes gravitationnelles. Le principal inconvénient de ce modèle est la difficulté à expliquer comment une fraction significative de l'énergie de la fusion serait canalisée si efficacement en ondes radio. La plupart des simulations suggèrent que l'énergie est dissipée de manière plus chaotique. C'est un peu le même problème d'efficacité que nous avons rencontré avec d'autres modèles. Néanmoins, la fusion d'étoiles à neutrons reste un candidat sérieux pour la population des FRB non répétitifs. C'est une fin spectaculaire pour un couple stellaire, une dernière chanson cosmique jouée sur les instruments de la gravité et du magnétisme, dont nous pourrions être les lointains auditeurs. Poursuivant notre exploration des cataclysmes cosmiques, nous arrivons à un autre type de fusion, encore plus fondamentale, la fusion de deux trous noirs. Ces objets sont des singularités, des points de densité infinie où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Quand deux trous noirs binaires se rapprochent en spirale, le phénomène est similaire à celui des étoiles à neutrons, mais les énergies mises en jeu sont encore plus grandes. Le moment de leur fusion est l'événement le plus puissant de l'univers depuis le Big Bang, libérant une quantité d'énergie sous forme d'ondes
gravitationnelle qui dépasse la luminosité de toutes les étoiles de l'univers observable combinées pendant une fraction de seconde. Mais les trous noirs, par définition, sont noirs. Ils n'émettent pas de lumière. Comment pourraient-ils alors produire un sursaut radio ? La réponse ne se trouve pas dans les trous noirs eux-mêmes, mais dans leur environnement. Si les trous noirs sont entourés d'un champ magnétique externe, par exemple celui du milieu interstellaire, leur fusion peut avoir des conséquences électromagnétiques dramatiques. Au moment où les deux horizons des événements, les frontières de non-retour, fusionnent pour n'en former qu'un, le champ magnétique ambiant est violemment perturbé. Les lignes de champ sont étirées, tordues et forcées de se reconnecter de manière explosive. Ce processus, similaire à celui que nous avons décrit pour les magnétars, mais déclenché par la dynamique de l'espace-temps lui-même, pourrait lancer un jet de plasma magnétisé à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce jet, en interagissant avec le milieu environnant, pourrait produire une onde de choc qui générerait une puissante émission radio. C'est un scénario très spéculatif, mais il est physiquement plausible. Il relie de manière élégante la physique de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la fusion des trous noirs, à l'électromagnétisme de Maxwell, qui décrit la production d'ondes radio. Le signal serait, par nature, non répétitif. La principale difficulté est, encore une fois, l'efficacité. Il faudrait qu'une part non négligeable de l'énergie gravitationnelle soit convertie en énergie électromagnétique, ce qui n'est pas garanti. De plus, il faudrait que le trou noir binaire baigne dans un champ magnétique suffisamment puissant, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. Cependant, l'idée que les événements les plus fondamentaux de l'univers, les danses de l'espace-temps lui-même, puissent avoir une contrepartie audible dans le ciel radio est profondément poétique. Chaque sursaut pourrait être l'écho d'une union invisible, la signature d'une transformation de la géométrie même de notre cosmos. Au-delà des magnétars et des fusions d'objets compacts, les astrophysiciens, dans leur quête d'explication, ont exploré des territoires encore plus exotiques. Une des idées concerne un type particulier de supernova. Nous avons dit que les supernovae classiques ne semblaient pas être des candidates idéales, mais il existe peut-être des exceptions. Imaginez un blitzar. Ce nom, contraction de blitz, éclair en allemand, et pulsar, désigne un scénario hypothétique. Une étoile très massive s'effondre, mais au lieu de former directement un trou noir, elle forme une étoile à neutrons supermassive qui tourne à une vitesse vertigineuse. Cette étoile à neutrons est en fait trop massive pour être stable. La seule chose qui l'empêche de s'effondrer immédiatement en trou noir est sa rotation ultra rapide qui fournit une force centrifuge qui contrebalance la gravité. Mais cette situation est temporaire. L'étoile à neutrons ralentit progressivement en perdant de l'énergie, principalement à cause de son champ magnétique. Au bout de quelques minutes ou quelques heures, sa vitesse de rotation passe en dessous du seuil critique. La force centrifuge ne suffit plus. L'étoile à neutrons s'effondre alors d'un seul coup en trou noir. Au moment de cet effondrement final, le champ magnétique de l'étoile à neutrons, qui était colossal, est soudainement coupé du reste de l'univers par l'horizon des événements du trou noir.
cette coupure brutale du champ magnétique pourrait libérer une quantité phénoménale d'énergie électromagnétique, produisant un unique et puissant sursaut radio rapide. C'est un scénario en 2 actes, une supernova, suivie un peu plus tard par un FRB. Une autre idée, encore plus spéculative, fait appel à la cosmologie et à la physique fondamentale. Elle concerne les cordes cosmiques. Selon certaines théories qui cherchent à unifier la physique, des défauts topologiques ont pu se former dans l'univers primordial, juste après le Big Bang. Ces défauts, semblables à des fissures dans un bloc de glace qui gèle, seraient des filaments d'énergie incroyablement denses et fins, s'étendant sur des distances cosmiques. Ces cordes cosmiques, si elles existent, seraient sous une tension énorme. Parfois, une boucle de cordes pourrait se former et se pincer, ou 2 cordes pourraient se croiser et interagir. Ces événements libéreraient leur énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, mais aussi, potentiellement, sous forme de bouffées de particules et de rayonnements. Si une telle corde venait à osciller ou à former un cusp, un point de rebroussement où la corde atteint une vitesse proche de celle de la lumière, elle pourrait émettre un faisceau très directionnel de rayonnement, y compris des ondes radio. Ce faisceau, balayant l'univers, pourrait être observé par nous comme un FRB. Cette hypothèse est fascinante car elle relie les FRB non pas à l'astrophysique des étoiles, mais aux premiers instants de l'univers lui-même. Chaque sursaut serait alors une relique de la naissance du cosmos. Ces idées sont à la frontière de nos connaissances, des exercices de pensée qui nous poussent à imaginer un univers encore plus étrange et merveilleux que nous ne le pensions. Après avoir exploré ce bestiaire de phénomènes naturels, tous plus extrêmes les uns que les autres, nous nous retrouvons face à un constat. Aucune de ces théories n'est parfaite. Chacune a ses forces, mais aussi ses faiblesses. Le modèle du magnétar est le plus solide, mais peine à expliquer les énergies les plus hautes et la diversité des signaux. Les modèles cataclysmiques n'expliquent pas les répétiteurs. Les modèles les plus exotiques reposent sur une physique non encore prouvée. C'est dans ce contexte d'incertitude, lorsque les explications naturelles semblent incomplètes, que la science permet et même encourage de poser la question. Et si la solution n'était pas naturelle? C'est un pas que les scientifiques ne franchissent pas à la légère. Le principe du rasoir d'Occam nous enseigne de ne pas multiplier les hypothèses sans nécessité et invoquer une intelligence extraterrestre est une hypothèse d'une portée immense. Mais ce n'est pas une démarche anti-scientifique, bien au contraire. C'est la suite logique du processus. Si un phénomène résiste à toutes les tentatives d'explication par des causes connues, il devient légitime d'envisager des causes inconnues, y compris des causes artificielles. La logique derrière cette démarche est simple. Les FRB possèdent des caractéristiques qui, si elles étaient observées sur Terre, nous feraient immédiatement penser à une technologie. Leur brièveté et leur cohérence rappellent les signaux radars. Leur immense puissance, concentrée dans une bande de fréquences étroite, suggère un processus de production très efficace, non chaotique, presque optimisé. Leur répétition, parfois même périodique, évoque une fonction, une intention. Bien sûr, ce ne sont que des analogies, et il est dangereux de projeter nos propres concepts technologiques
sur l'univers, mais l'idée mérite d'être explorée avec la même rigueur que les hypothèses naturelles. C'est le domaine du SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Pendant longtemps, le SETI a consisté à écouter passivement le ciel en espérant capter un message intentionnel, une sorte de bonjour cosmique. Les FRB offrent une nouvelle perspective. Et si les signaux que nous détectons n'étaient pas des messages destinés à nous? Et si nous surprenions, par hasard, les traces d'une activité technologique à grande échelle, des signaux qui ne nous sont pas adressés, mais qui trahissent néanmoins la présence de leur créateur? C'est l'idée de l'archéologie cosmique, de la recherche de technosignatures. Et les FRB sont à ce jour les meilleures candidates au titre de technosignature que nous ayons jamais découvertes. La première et la plus évidente des hypothèses artificielles est celle du phare ou de la balise. Imaginez une civilisation très avancée, peut-être à l'échelle galactique. Elle pourrait vouloir mettre en place un système de navigation pour ses voyages interstellaires ou intergalactiques. Tout comme nos navires sur les océans terrestres se repèrent grâce aux phares sur les côtes, des vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des balises émettant des signaux puissants et reconnaissables pour se positionner dans le vaste océan de l'espace. Un FRB serait alors le flash de l'un de ces phares cosmiques. Cette idée est séduisante. Elle explique naturellement la répétition. Un phare est conçu pour clignoter. Elle peut même expliquer une certaine périodicité si le phare est en rotation ou en orbite. L'immense puissance du signal serait nécessaire pour qu'il soit détectable à des distances intergalactiques, assurant une couverture maximale du réseau de navigation. La brièveté du signal pourrait être un moyen d'économiser de l'énergie en ne transmettant que l'information essentielle de manière très concentrée. Une autre variante de cette idée est celle du signal de communication. Peut-être que les FRB sont les impulsions utilisées pour transmettre des données à travers la galaxie. Nous utilisons des lasers et des fibres optiques pour envoyer des milliards de bits d'informations. Une civilisation avancée pourrait utiliser des faisceaux radio ultra puissants et brefs pour faire de même sur des distances cosmiques. Chaque sursaut serait un paquet de données, une partie d'une conversation galactique dont nous ne saisissons que des fragments incohérents. Enfin, il y a l'idée plus altruiste ou plus angoissante de la balise d'alerte. Un FRB pourrait être un message, mais pas un message de salutation. Ce pourrait être un avertissement. Une civilisation pourrait vouloir signaler sa présence à d'autres ou les prévenir d'un danger cosmique comme une étoile instable ou une région dangereuse de l'espace. Le fameux message « Waouh !» détecté en 1977 est souvent interprété dans ce sens par les amateurs de science-fiction. Les FRB pourraient être des messages similaires, mais à une échelle de puissance bien plus grande. Dans toutes ces hypothèses, nous serions des observateurs accidentels. Le signal ne nous est pas destiné. Nous sommes comme des habitants d'une île isolée qui verraient passer au loin, pour la première fois, la lumière d'un phare ou le clignotement d'un signal morse, sans en comprendre ni l'origine, ni la signification, mais en devinant pour la première fois qu'ils ne sont pas seuls au monde. L'hypothèse du phare galactique est poétique, mais elle se heurte à un problème de taille.
le coût énergétique. L'énergie nécessaire pour produire un seul FRB est, comme nous l'avons vu, phénoménale. Maintenir un réseau de phares émettant de tels signaux à travers une galaxie représenterait une dépense énergétique qui défie l'imagination. Une civilisation capable d'une telle prouesse devrait maîtriser l'énergie de son étoile hôte, voire de sa galaxie entière. C'est ce que l'on appelle une civilisation de type 2 ou 3 sur l'échelle de Kardashev. C'est plausible pour une civilisation très avancée, mais cela semble être une méthode de communication ou de navigation extraordinairement dispendieuse. Pourquoi dépenser autant d'énergie pour un signal omnidirectionnel qui se propage dans toutes les directions, alors que seule une infime fraction de cette énergie atteindra sa cible? C'est un peu comme utiliser une bombe atomique pour allumer une bougie. C'est là qu'intervient le concept de faisceau. Si le signal n'est pas émis dans toutes les directions, mais focalisé dans un faisceau très étroit, comme un pointeur laser, alors l'énergie requise pour atteindre une certaine luminosité dans une direction donnée est beaucoup, beaucoup plus faible. Le problème, c'est que si les FRB sont des faisceaux étroits, la probabilité que l'un d'eux croise par hasard notre ligne de mire est extrêmement faible. Si nous en détectons autant, cela signifierait que l'univers est littéralement rempli de ces faisceaux, qu'il y a des milliards de ces émetteurs qui balaient le cosmos en permanence. Le nombre de civilisations nécessaires serait astronomique. De plus, à quoi bon un phare si son faisceau est si étroit qu'on ne le voit que très rarement? La fonction même d'un phare est d'être visible de loin et souvent. L'hypothèse de la balise se heurte donc à un dilemme. Soit le signal est omnidirectionnel et son coût énergétique est prohibitif, soit il est directionnel et le nombre d'événements que nous observons devient difficile à expliquer. C'est cette critique, cette recherche d'une explication plus efficace et plus logique qui a conduit certains chercheurs, notamment le professeur Avi Loeb de l'université de Harvard, à proposer une alternative, une hypothèse qui, au premier abord, semble tout droit sortie de la science-fiction, mais qui résout avec une certaine élégance plusieurs des paradoxes des FRB. L'hypothèse des moteurs de vaisseaux spatiaux. Voici donc le cœur de l'hypothèse la plus audacieuse concernant les sursauts radiorapides. Oublions les phares et les messages. Imaginons plutôt que nous ne sommes pas en train d'écouter une communication, mais le bruit de fond d'une activité industrielle à l'échelle cosmique. L'idée est la suivante. Une civilisation avancée souhaitant voyager entre les étoiles, ou même entre les galaxies, aurait besoin de systèmes de propulsion extrêmement puissants. Une méthode de propulsion, souvent envisagée en science-fiction mais physiquement plausible, est la voile solaire ou lumineuse. Le concept est simple. Un vaisseau spatial déploie une immense voile, très fine et très réfléchissante, de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de diamètre. Depuis son système stellaire d'origine, une station de puissance au sol ou en orbite dirige un faisceau d'énergie extrêmement puissant. Laser, ou dans notre cas, ondes radio, sur cette voile. La pression de radiation de ce faisceau, l'impact des photons ou des ondes radio sur la voile, pousse le vaisseau et l'accélère progressivement. Avec un faisceau suffisamment puissant
et une accélération continue, le vaisseau pourrait atteindre des vitesses relativistes, une fraction significative de la vitesse de la lumière, lui permettant de traverser les distances interstellaires en un temps raisonnable. C'est une méthode de transport élégante, car le vaisseau n'a pas besoin d'emporter son propre carburant. Il est littéralement poussé par la lumière. Maintenant, revenons à nous, les observateurs. Le faisceau d'énergie qui pousse la voile doit être incroyablement puissant. Il doit rester focalisé sur la voile sur des distances astronomiques. Mais aucun faisceau n'est parfait. Et surtout, le faisceau et la voile sont en mouvement. Le faisceau doit balayer le ciel pour suivre la voile qui s'éloigne. Et c'est là que nous intervenons. Le sursaut radio rapide que nous détectons ne serait rien d'autre que ce faisceau de propulsion qui, pendant un très bref instant, balaie la Terre. Ce ne serait même pas le faisceau principal, mais une sorte de fuite de lobe latéral du faisceau principal. Nous ne serions qu'un insecte sur un mur, traversé un instant par le faisceau d'un projecteur lointain. Cette hypothèse, aussi folle qu'elle puisse paraître, résout plusieurs problèmes d'un seul coup. Elle explique l'énergie colossale, car elle est nécessaire pour la propulsion. Elle explique la brièveté du signal. C'est simplement le temps que met le faisceau à nous balayer. Elle explique pourquoi la plupart des FRB ne se répètent pas. Il n'y a aucune raison pour que le faisceau repasse exactement par notre position. Et elle explique même les répétiteurs. Si le système de propulsion était monté sur une planète ou une station en orbite, son mouvement orbital pourrait faire en sorte que le faisceau balaye notre direction de manière régulière, créant ainsi une périodicité. Laissez votre esprit s'attarder sur cette image, cette vision d'ingénierie cosmique. Fermez les yeux et visualisez la scène. Loin, très loin, dans une galaxie qui n'est pour nous qu'un point lumineux dans un télescope, une planète orbite autour de son étoile. Sur cette planète, ou peut-être sur une structure artificielle en orbite, se trouve un émetteur radio d'une taille et d'une puissance que nous ne pouvons qu'imaginer. Ce n'est pas une simple antenne, c'est peut-être un réseau de milliers d'antennes synchronisées, couvrant une surface de plusieurs centaines de kilomètres carrés, capable de générer et de focaliser un faisceau d'ondes radio d'une puissance équivalente à celle de milliers d'étoiles. Plus loin dans l'espace, flottant dans le silence du vide, se trouve le vaisseau. Ce n'est pas une fusée comme nous les connaissons. C'est une immense voile, une membrane plus fine qu'une feuille de papier, mais d'une solidité parfaite, tendue sur des kilomètres et des kilomètres. Sa surface est d'un éclat métallique, conçu pour réfléchir la quasi-totalité de l'énergie qu'elle reçoit. Le vaisseau lui-même, la capsule contenant les voyageurs ou la cargaison, est une petite nacelle attachée à la voile. Puis, l'opération commence. L'émetteur sur la planète s'active. Un faisceau invisible mais tout puissant d'ondes radio jaillit dans l'espace. Il frappe la voile. L'impact est doux, mais constant. La voile commence à bouger, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Le vaisseau prend de la vitesse, s'éloignant de son monde natal, poussé par ce vent artificiel. Depuis la planète, l'émetteur doit constamment ajuster sa visée pour suivre la voile qui s'éloigne, comme un projecteur qui suit un acteur sur une scène. Le faisceau,
Un cylindre d'énergie pure traverse l'espace interplanétaire, puis interstellaire. Il est incroyablement concentré, mais pas parfaitement. Une partie de son énergie s'échappe sur les côtés dans des lobes secondaires, beaucoup moins puissants que le faisceau principal, mais toujours immensément énergétique à nos yeux. Et la Terre, notre petite planète bleue, se trouve par le plus grand des hasards sur la trajectoire de l'un de ces lobes secondaires. Pendant quelques millisecondes, alors que l'émetteur lointain ajuste sa visée, le faisceau nous balaie. Nos radiotélescopes enregistrent un pic d'énergie intense, un signal venu de nulle part. Puis, le faisceau continue sa route, et pour nous, tout redevient silencieux. Nous venons d'assister, sans le savoir, au départ d'un vaisseau spatial à l'autre bout de l'univers. Creusons un peu plus la physique qui sous-tend cette hypothèse de propulsion. Le principe de la pression de radiation est bien établi. La lumière et les ondes radio sont composées de photons, des particules sans masse, mais qui transportent une quantité de mouvement. Lorsqu'un photon frappe une surface et est réfléchi, il transfère 2 fois sa quantité de mouvement à cette surface. C'est un impact minuscule. Mais si vous avez des milliards de photons qui frappent à la surface chaque seconde, la poussée devient significative. C'est le principe de la voile solaire. Le défi est d'obtenir une poussée suffisante pour atteindre des vitesses intéressantes. La lumière de notre Soleil, par exemple, exerce une pression très faible. Pour accélérer un vaisseau de manière significative, il faut une source de lumière ou d'ondes radio beaucoup plus intense. Le calcul montre que pour pousser une voile de quelques tonnes à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière, il faudrait un faisceau d'une puissance de l'ordre de 100 gigawatts. C'est plus que la production électrique totale de la plupart des pays sur Terre. Et cette puissance doit être maintenue pendant toute la phase d'accélération. La structure de l'émetteur, le beamer, serait un réseau d'antennes en phase. C'est une technologie que nous utilisons déjà sur Terre, par exemple dans les radars militaires, mais à une échelle beaucoup plus petite. En contrôlant précisément la phase des ondes émises par chaque antenne, on peut créer des interférences constructives dans une direction très précise, formant un faisceau très étroit et très puissant. L'énergie nécessaire pour alimenter un tel système serait colossale. Elle pourrait provenir de panneaux solaires couvrant une immense surface de la planète, ou directement de l'énergie de l'étoile haute, peut-être via une structure de type sphère de Dyson. Maintenant, la question cruciale, le signal que nous recevons, correspond-il à ce scénario? Étonnamment bien. La brièveté du signal s'explique par la vitesse de balayage du faisceau. La puissance correspond aux ordres de grandeur nécessaires pour la propulsion interstellaire. La fréquence des ondes radio utilisées, autour de 1 à quelques gigahertz, est également un bon choix, car ces fréquences voyagent bien à travers le milieu interstellaire sans être trop absorbées. De plus, la théorie prédit que le faisceau, pour rester stable sur de longues distances, doit avoir une certaine structure et que la voile doit être d'une certaine taille. Or, les calculs montrent que si une civilisation voulait pousser une voile de la taille d'un paquebot, le faisceau requis aurait des caractéristiques très similaires à celles des FRB,
que nous observons. C'est une coïncidence troublante. La physique semble non seulement le permettre, mais presque le suggérer. Du point de vue de la logique et de la science-fiction, l'hypothèse du moteur à faisceau est particulièrement élégante. Elle ne suppose pas que les extraterrestres cherchent à communiquer avec nous. Elle ne suppose aucune intention à notre égard. Elle s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce qu'on appelle la solution du zoo ou la Prime Directive de Star Trek. L'idée que les civilisations avancées pourraient choisir de ne pas interférer avec les civilisations moins développées comme la nôtre. Nous serions simplement les témoins involontaires de leurs activités. Cela résout une partie du paradoxe de Fermi qui demande s'ils existent, où sont-ils? La réponse serait ils sont là, ils sont actifs. Mais nous ne voyons que les sous-produits de leur technologie, pas leur message. C'est une explication qui ne place pas l'humanité au centre de l'attention. Nous ne sommes pas les destinataires, nous sommes juste sur le chemin. C'est une perspective humble et, d'une certaine manière, plus crédible. De plus, cette hypothèse explique pourquoi nous ne voyons pas de vaisseaux spatiaux extraterrestres dans notre système solaire. La propulsion par faisceau est idéale pour le lancement, pour la phase d'accélération. Mais une fois que le vaisseau a atteint sa vitesse de croisière, le faisceau n'est plus nécessaire. Le vaisseau continue son voyage en silence sur son inertie. Pour freiner à l'arrivée, il faudrait un autre émetteur dans le système de destination ou une autre technologie. Ce que nous observons, ce sont les départs, pas les voyages ou les arrivées. Cela explique également l'apparente rareté des signaux répétitifs. Un lancement est un événement ponctuel. Il n'y a pas de raison de lancer des vaisseaux depuis le même endroit vers la même destination en permanence. Les répétiteurs seraient des cas particuliers, peut-être des routes commerciales régulières ou des systèmes de propulsion montés sur des objets en rotation qui balayent notre ciel par accident. Enfin, cette hypothèse est en un sens optimiste. Elle suggère que les voyages interstellaires à grande échelle sont possibles, que les lois de la physique le permettent. Elle peint le portrait d'un univers non pas vide et silencieux, mais potentiellement rempli d'activités, de commerce, d'exploration. Un univers où le silence n'est rompu que par le murmure lointain des moteurs qui emportent d'autres êtres vers les étoiles. C'est une image qui, même si elle n'est qu'une spéculation, a le pouvoir de nous faire rêver et de nous sentir un peu moins seuls. L'un des aspects les plus fascinants de certains FRB répétitifs est la découverte d'une périodicité dans leur activité. Ce n'est pas seulement qu'ils se répètent, c'est qu'ils le font selon un calendrier, une horloge cosmique. Le cas le plus célèbre est celui du FRB 180916. Les astronomes ont remarqué que ce répétiteur n'est pas actif en permanence. Il suit un cycle d'environ 16,35 jours. Pendant une fenêtre d'environ 5 jours, il est actif et peut émettre de multiples sursauts. Puis, pendant les 11 jours suivants, il est complètement silencieux. Et le cycle recommence avec une régularité d'horloge. Cette découverte a été un moment clé. Un comportement aléatoire, comme celui des séismes stellaires sur un magnétar, ne peut pas expliquer une telle périodicité stable sur le long terme. Une horloge implique presque toujours un phénomène orbital. Quelque chose tourne, et cette rotation ou cette révolution crée le cycle que nous observons. C'est une contrainte extraordinairement forte sur les modèles.
Une autre source, FRB 121102, le premier répétiteur découvert, a également montré des signes d'une possible périodicité, bien que plus complexe, d'environ 157 jours. Cette régularité inattendue a forcé les scientifiques à affiner leur théorie, qu'elle soit naturelle ou artificielle. La découverte de ce puzzle périodique est un parfait exemple de la manière dont la science progresse. Chaque nouvelle donnée, chaque nouvelle observation ajoute une pièce au puzzle, affine notre compréhension et élimine certaines possibilités. La périodicité a rendu les modèles cataclysmiques encore moins probables pour ces sources spécifiques et a mis une pression supplémentaire sur les modèles de magnétars isolés. Elle a ouvert la voie à des scénarios plus complexes, impliquant des systèmes binaires ou des mécanismes de modulation externes. Quelle que soit l'explication finale, cette horloge qui bat à des millions d'années-lumière de nous est une invitation à l'humilité et à l'émerveillement. Elle nous rappelle que l'univers est rempli de structures, d'ordres et de rythmes qui attendent d'être découverts, des symphonies silencieuses jouées sur des échelles de temps et d'espace qui nous dépassent. Comment les modèles naturels peuvent-ils expliquer cette étrange périodicité? L'idée la plus courante était que le magnétar, notre principal suspect, n'est pas seul. Il fait partie d'un système binaire. Il est en orbite autour d'un autre objet qui pourrait être une étoile massive, un trou noir ou même une autre étoile à neutrons. Dans ce scénario, le magnétar émet peut-être des sursauts de manière plus ou moins constante, ou du moins aléatoire. Mais nous ne pouvons les voir que pendant une petite partie de son orbite. Plusieurs mécanismes pourraient créer cette fenêtre d'observation périodique. L'un d'eux est l'occultation. L'étoile compagne, avec son vent stellaire dense, pourrait bloquer ou absorber les ondes radio du magnétar pendant la majeure partie de son orbite. Nous ne verrions les sursauts que lorsque le magnétar passe devant l'étoile de notre point de vue, ou lorsqu'il est à un point de son orbite où le vent stellaire est moins dense. Une autre possibilité est un effet de lentille gravitationnelle. Si le compagnon est un objet massif comme un trou noir, sa gravité pourrait courber l'espace-temps autour de lui. Le faisceau radio du magnétar pourrait être amplifié et focalisé par cette lentille gravitationnelle à un moment précis de l'orbite, rendant les sursauts visibles pour nous uniquement pendant cette période. Un troisième scénario implique une interaction directe. Le magnétar pourrait n'être actif que lorsqu'il est au plus près de son compagnon. La force de marée de l'étoile massive pourrait déclencher les séismes stellaires sur le magnétar, où le magnétar pourrait arracher de la matière à son compagnon, et cette accrétion de matière déclencherait les éruptions. Dans ce cas, l'activité serait directement liée à la période orbitale. Ces modèles sont complexes, mais plausibles. Ils transforment le magnétar solitaire en un membre d'un couple cosmique dynamique et parfois violent. Cependant, ils ne sont pas sans problème. Trouver de tels systèmes binaires avec les bonnes masses, les bonnes orbites et les bonnes orientations pour correspondre aux 16 jours de période du FRB 180916 est statistiquement difficile. Cela nécessiterait des conditions assez spécifiques. De plus, le vent stellaire du compagnon devrait être juste assez dense pour bloquer les signaux, mais pas trop
pour ne pas perturber le magnétar lui-même. C'est un équilibre délicat. Le puzzle de la périodicité pousse les modèles naturels dans leur retranchement, les forçant à devenir de plus en plus complexes et finement réglés pour correspondre aux observations. Et du côté de l'hypothèse artificielle, comment explique-t-on la périodicité? Étonnamment, c'est peut-être là que l'explication est la plus simple et la plus intuitive. Si la source du sursaut radio rapide est une technologie comme notre fameux émetteur de propulsion monté sur une planète ou une station spatiale qui tourne, alors la périodicité est une conséquence naturelle et inévitable. Imaginez que l'émetteur est fixé à la surface d'une planète qui tourne sur elle-même. Si le faisceau de propulsion est activé, il balayera le ciel comme le faisceau d'un phare. Si la Terre se trouve sur le chemin de ce balayage, nous verrons un flash à chaque rotation de la planète. Cependant, les périodes de rotation des planètes sont généralement de l'ordre de quelques heures ou quelques jours, pas de 16 jours. Mais la planète tourne aussi autour de son étoile. L'émetteur, pour viser la voile spatiale qui s'éloigne, doit compenser non seulement la rotation de la planète, mais aussi son mouvement orbital. Le faisceau que nous interceptons pourrait être un lobe latéral qui ne balaie notre direction qu'à un moment précis de l'orbite de la planète. Le cycle de 16 jours pourrait alors être lié à la période de rotation de la planète par rapport à la direction du vaisseau cible ou à une fraction de sa période orbitale. Un autre scénario, peut-être encore plus simple, est que l'émetteur lui-même est en orbite autour de sa planète ou de son étoile. C'est une idée logique. Une centrale énergétique aussi puissante pourrait être plus sûre à gérer dans l'espace que sur une surface planétaire. Si cette station est sur une orbite de 16 jours et que son faisceau balaie notre direction à un certain point de cette orbite, nous avons une explication directe et simple de la périodicité observée. Il n'est pas nécessaire d'invoquer des vents stellaires complexes ou des lentilles gravitationnelles. L'horloge est simplement l'orbite de la machine. Cette explication a une force, sa simplicité. Elle ne nécessite pas de conditions physiques finement ajustées. Elle découle directement de la nature orbitale de la plupart des objets dans l'univers, qu'ils soient naturels ou artificiels. Bien sûr, la simplicité n'est pas une preuve, mais dans la compétition entre les différentes théories, une explication qui est à la fois simple, élégante et capable d'expliquer les observations sans contorsion a toujours un avantage. La périodicité des FRB ne prouve pas l'existence de moteurs extraterrestres, mais elle rend cette hypothèse un peu moins farfelue et un peu plus difficile à écarter. La recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI, a longtemps été une discipline à la frontière de la science et de la spéculation. Pendant des décennies, elle s'est concentrée sur la recherche de signaux étroits en fréquence, des signaux qui ressembleraient à nos propres émissions de radio ou de télévision, en supposant qu'une autre civilisation essaierait de communiquer de la même manière. Cette approche n'a jusqu'à présent donné aucun résultat concluant, menant à ce que l'on appelle le grand silence. Les sursauts radio rapides ont complètement changé la donne pour le SETI. Ils ont introduit un nouveau paradigme, la recherche de technosignatures. L'idée n'est plus seulement de chercher des messages intentionnels, mais de rechercher les traces indirectes de la technologie, même si elle n'est pas conçue pour communiquer.
c'est un changement de philosophie majeur. C'est comme passer de la recherche d'une personne qui crie votre nom dans la forêt à la recherche de la fumée d'un feu de camp. La fumée ne vous est pas destinée, mais elle trahit sans équivoque une présence non naturelle. Les FRB sont des candidats parfaits pour être une telle techno-signature. Leurs caractéristiques, brièveté, puissance, cohérence, répétition, périodicité, sont toutes des propriétés que l'on pourrait attendre d'une technologie à grande échelle. Le professeur Avilob, l'un des principaux défenseurs de cette idée, soutient que ne pas considérer sérieusement l'hypothèse artificielle serait une erreur, un manque d'imagination scientifique. Il compare la situation à celle d'un homme des cavernes qui trouverait un téléphone portable. Il ne comprendrait pas sa fonction. Il pourrait essayer de l'expliquer par des causes naturelles. Une pierre étrange, un fruit bizarre, mais il manquerait l'évidence. C'est un objet fabriqué. De la même manière, nous, avec notre technologie du XXIe siècle, pourrions être en train de regarder une technologie du millionième siècle, en essayant de l'expliquer avec nos concepts astrophysiques limités. Cette perspective a redynamisé le domaine du SETI. Des projets sont maintenant en cours pour analyser les données des FRB avec des algorithmes spécifiques à la recherche de signes de modulation, d'informations cachées dans le signal. Si un FRB contenait une structure complexe et non naturelle, ce serait une preuve irréfutable. Pour l'instant, aucune preuve de ce type n'a été trouvée. Les signaux semblent être du bruit, bien que du bruit très énergétique. Mais la recherche ne fait que commencer. Les FRB ont ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers et le SETI regarde maintenant par cette fenêtre avec un intérêt renouvelé et une nouvelle stratégie. La question des FRB et de leur éventuelle origine artificielle nous ramène inévitablement au paradoxe de Fermi. Ce paradoxe, formulé par le physicien Enrico Fermi dans les années 50, est d'une simplicité désarmante. Il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Beaucoup de ces étoiles ont probablement des planètes. Une fraction de ces planètes se trouve probablement dans la zone habitable. Sur certaines d'entre elles, la vie a pu apparaître. Sur certaines de celles-ci, la vie a pu devenir intelligente. Et certaines de ces civilisations intelligentes ont pu développer une technologie de voyage interstellaire. Même avec des estimations très pessimistes, la galaxie aurait dû être colonisée de nombreuses fois. Alors, pourquoi ne voyons-nous aucun signe d'eux? Où sont-ils tous? C'est le grand silence. Il existe des dizaines de solutions proposées à ce paradoxe. Peut-être que la vie intelligente est extraordinairement rare. Peut-être que les civilisations s'autodétruisent avant de pouvoir coloniser la galaxie. Peut-être qu'elles choisissent de ne pas communiquer. Peut-être qu'elles existent, mais dans une forme que nous ne pouvons pas reconnaître. Les sursauts radio rapides pourraient offrir une nouvelle réponse potentielle, une fissure dans ce mur de silence. Peut-être que nous ne sommes pas dans le silence. Peut-être que l'univers est bruyant, rempli des échos de technologie, mais que nous n'avions pas les bons instruments pour l'entendre jusqu'à présent. Nous étions comme une personne sourde dans une salle de concert. Maintenant, avec nos radiotélescopes, nous commençons à peine à entendre la musique.
ou du moins le bruit. Si l'hypothèse des moteurs de propulsion est correcte, cela signifierait que le paradoxe de Fermi est résolu. Ils sont là et ils sont très occupés. Ils voyagent, ils explorent, ils construisent. L'univers ne serait pas un grand vide silencieux, mais une ruche d'activité. Le silence que nous percevions n'était que le reflet de notre propre isolement technologique. C'est une idée vertigineuse. Cela signifierait que nous ne sommes pas les premiers et probablement pas les plus avancés. Nous sommes les nouveaux venus dans un club galactique qui existe depuis des éons. Les FRB seraient alors la preuve la plus profonde et la plus importante de toute l'histoire de la science. Ils nous diraient que nous ne sommes pas seuls. Ils transformeraient la cosmologie, la biologie, la philosophie et la religion. Bien sûr, nous n'en sommes pas là. C'est une spéculation. Mais c'est une spéculation qui repose sur des données réelles, des signaux mystérieux qui nous parviennent des profondeurs du cosmos et qui nous obligent à poser les questions les plus fondamentales sur notre place dans l'univers. La chasse au sursaut radio rapide est devenue l'un des domaines les plus excitants et les plus compétitifs de l'astronomie moderne. Pour capturer ces signaux insaisissables, les scientifiques ont dû concevoir et construire une nouvelle génération de radiotélescopes. Ces instruments ne sont pas comme les télescopes traditionnels, qui pointent une petite région du ciel pendant longtemps. Pour attraper un FRB, il faut surveiller la plus grande portion de ciel possible, en permanence. L'un des champions de cette discipline est le télescope canadien CHIME, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Situé en Colombie-Britannique, CHIME n'a pas l'apparence d'une parabole classique. Il ressemble plutôt à 4 immenses demi-cylindres de 100 mètres de long, comme des rampes de skateboard géantes. Cette conception lui permet de surveiller une très grande bande de ciel chaque jour, alors que la Terre tourne. CHIME n'a pas de pièce mobile. Il observe le ciel en traitant numériquement les signaux reçus par des centaines d'antennes. C'est une machine à détecter des FRB. Depuis sa mise en service, il a découvert des centaines de nouveaux sursauts, multipliant par 10 le nombre de FRB connus. En Chine se trouve le plus grand radiotélescope à parabole unique du monde, FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope. C'est un plat gigantesque de 500 mètres de diamètre, construit dans une dépression naturelle. Sa sensibilité est phénoménale. Il est capable de détecter des signaux extraordinairement faibles et de localiser les FRB avec une grande précision. C'est FAST qui a joué un rôle clé dans l'étude du répétiteur périodique. En capturant plus d'1 millier de sursauts provenant de cette seule source, révélant des détails incroyables sur sa structure. D'autres instruments à travers le monde, en Australie, à ESCAP, aux Pays-Bas, LOFAR, et aux États-Unis, VLA, participent à cette traque mondiale. Ils travaillent souvent en réseau, formant un télescope virtuel de la taille de la Terre, ce qui leur permet de trianguler la position des sursauts avec une précision sub-arc seconde, assez pour identifier la galaxie hôte et même la région spécifique au sein de cette galaxie. Ces outils sont nos oreilles cosmiques. Ils écoutent patiemment les murmures de l'univers 24 heures sur 24. Chaque jour, les données affluent
des téraoctets d'informations qui sont analysées par des supercalculateurs à la recherche de ce pic caractéristique de quelques millisecondes qui pourrait changer notre vision du cosmos. C'est une quête technologique et humaine, une démonstration de notre curiosité insatiable. Que nous réserve l'avenir dans cette quête fascinante ? La recherche sur les sursauts radio rapides ne fait que commencer, et les prochaines années s'annoncent riches en découvertes. L'objectif principal est simple, en détecter plus, beaucoup plus, avec des milliers, voire des dizaines de milliers de F-herbes. Les scientifiques pourront faire des statistiques robustes. Ils pourront cartographier leur distribution dans l'univers, voir s'ils préfèrent certains types de galaxies, certaines distances. Ils pourront classer les différents types de signaux et voir s'il y a vraiment plusieurs familles de FRB ou un seul phénomène aux multiples facettes. Les télescopes comme CHIME continueront leur surveillance systématique, tandis que des instruments encore plus puissants sont en construction, comme le Square Kilometre Array, SKA, un projet international qui construira le plus grand radiotélescope du monde en Afrique du Sud et en Australie. Le SKA sera si sensible qu'il pourrait détecter un radar d'aéroport sur une planète à des dizaines d'années-lumière. Il révolutionnera notre capacité à trouver et à étudier les FRB. Un autre objectif crucial est de trouver un FRB beaucoup plus proche de nous. L'événement de 2020 dans notre propre galaxie était un pas de géant, mais le signal était faible. Si nous pouvions trouver un FRB extragalactique puissant, mais dans une galaxie voisine, comme Andromède, nous pourrions l'étudier avec un niveau de détail sans précédent. Nous pourrions utiliser tous nos télescopes dans toutes les longueurs d'onde pour scruter sa source et son environnement, et peut-être enfin identifier sans ambiguïté la nature du moteur qui l'alimente. La recherche de la périodicité sera également une priorité. Chaque nouveau répétiteur périodique découvert est une pierre de Rosette qui nous aide à déchiffrer le mécanisme sous-jacent. En comparant les différentes périodes, les différentes fenêtres d'activité, les scientifiques espèrent trouver des schémas qui trahiront la nature des systèmes en jeu, qu'il s'agisse d'orbites de magnétars ou de stations de propulsion. Et bien sûr, la recherche de structures complexes ou de modulation dans les signaux, la quête d'une technosignature, se poursuivra avec des outils de plus en plus sophistiqués. Peut-être que le signal qui changera tout a déjà été enregistré et attend, caché dans les archives de données, qu'un nouvel algorithme le révèle. L'avenir est grand ouvert. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère en astronomie, une ère où le ciel transitoire, le ciel des événements brefs et violents, nous révèle ses secrets. Chaque nouveau sursaut est une promesse, la promesse d'une réponse à l'une des questions les plus profondes que nous puissions nous poser. Au-delà de la physique et de l'astronomie, la possibilité, même infime, que les sursauts radio rapides soient d'origine artificielle a des implications philosophiques profondes. Elle nous oblige à nous confronter à notre place dans l'univers et au sens de notre existence. Si nous confirmions un jour que ces signaux sont les moteurs de vaisseaux spatiaux, cela signifierait que nous ne sommes pas seuls. Cette seule connaissance changerait l'humanité à jamais. La solitude cosmique qui a hanté notre pensée pendant des millénaires serait brisée.
nous saurions que nous faisons partie d'une communauté cosmique, même si nous n'en sommes que les membres les plus jeunes et les plus ignorants. Cela pourrait avoir un effet unificateur sur notre espèce. Face à l'existence d'autres intelligences, nos différences nationales, culturelles et religieuses pourraient paraître soudainement insignifiantes. Nous serions tous des terriens. L'humanité pourrait trouver un nouveau sens à son existence, une nouvelle direction, celle de grandir, d'apprendre et peut-être un jour de rejoindre cette communauté galactique. Mais cela pourrait aussi être une source d'angoisse. Savoir que des civilisations si avancées qu'elles peuvent manipuler l'énergie des étoiles existent pourrait nous faire sentir petits, impuissants et vulnérables. Quelle serait leur nature ? Serait-elle bienveillante, indifférente ou hostile ? Le silence de leur part, le fait qu'ils ne nous contactent pas directement, pourrait être interprété de nombreuses manières, un signe de sagesse, de mépris, ou simplement le fait que nous ne sommes pas assez intéressants pour eux. L'hypothèse des FRB en tant que technosignature soulève également des questions sur le futur lointain de la vie et de l'intelligence. Si ces civilisations existent, elles ont survécu aux périls qui menacent la nôtre. Guerre nucléaire, changement climatique, pandémie. Elles nous montreraient qu'un avenir à très long terme est possible pour une espèce technologique. Elles seraient la preuve que l'intelligence n'est pas nécessairement une impasse évolutive. Elles nous donneraient de l'espoir. Quoi qu'il en soit, le simple fait de poser la question est salutaire. Cela nous force à regarder au-delà de nos préoccupations quotidiennes, à lever les yeux vers le ciel et à nous interroger sur les grandes questions. Sommes-nous seuls ? Quel est notre destin ? Même si les FRB se révèlent être un phénomène purement naturel, la quête pour les comprendre nous aura déjà enrichis en nous faisant rêver à ce qui pourrait se cacher dans l'immensité de l'espace. Nous arrivons au terme de notre voyage, mais le mystère, lui, demeure entier. Nous avons navigué à travers les théories, des plus solides aux plus audacieuses. Nous avons exploré les colères des étoiles mortes et imaginé les chefs-d'œuvre d'ingénierie de civilisations lointaines. Et pourtant, la question fondamentale reste sans réponse. Qu'est-ce qui produit les sursauts radio rapides ? D'un côté, nous avons l'explication naturelle, principalement portée par le modèle du magnétar. C'est une hypothèse solide, soutenue par la détection d'un FRB dans notre propre galaxie. Elle est conforme à ce que nous savons de la physique extrême et ne nécessite pas d'invoquer de nouvelles lois ou de nouvelles entités. C'est la voie de la prudence, la voie la plus probable selon la majorité de la communauté scientifique. Mais cette voie n'est pas sans obstacle. Elle peine à expliquer l'énergie des événements les plus puissants, la diversité des signaux et la périodicité de certains répétiteurs, sans faire appel à des scénarios de plus en plus complexes. De l'autre côté, nous avons l'hypothèse artificielle, l'idée que nous entendons les moteurs de vaisseaux spatiaux. C'est une hypothèse extraordinaire qui demande des preuves extraordinaires que nous n'avons pas. Elle est spéculative, à la frontière de la science-fiction, mais elle a pour elle une certaine élégance. Elle explique avec une simplicité déconcertante plusieurs des caractéristiques les plus étranges des FRB, notamment leur brièveté, leur puissance et leur périodicité.
Elle résout le paradoxe de Fermi et nous offre une vision d'un univers vivant et actif. Il est important de comprendre que ces deux hypothèses ne sont pas forcément exclusives. Il est tout à fait possible que la réalité soit un mélange des deux. Peut-être que la grande majorité des FRB sont produits par des magnétars, mais que quelques-uns, les plus étranges, les plus difficiles à expliquer, sont effectivement d'origine artificielle. La science n'est pas une question de croyance, mais de preuves. Pour l'instant, les preuves ne sont pas suffisantes pour trancher. Et c'est peut-être là que réside la beauté de ce mystère. Il nous permet de garder l'esprit ouvert. Il nous invite à l'humilité en nous rappelant tout ce que nous ignorons. Il nourrit notre imagination et notre sens de l'émerveillement. Écouter le ciel, c'est accepter de ne pas tout savoir. C'est se laisser bercer par la possibilité de l'inconnu. Ainsi, notre voyage au cœur des sursauts radio rapides s'achève pour ce soir. Nous avons vu comment un signal de quelques millisecondes, capté par hasard dans de vieilles données, a pu ouvrir l'une des plus grandes enquêtes de l'astronomie moderne. Nous avons pesé les suspects. D'un côté, le monstre naturel, le magnétar, ce cadavre d'étoile, au magnétisme démentiel, dont nous avons la preuve qu'il peut produire de tels signaux, même s'il peine à expliquer les cas les plus extrêmes. De l'autre, le fantôme technologique, l'hypothèse audacieuse d'une civilisation lointaine propulsant ses vaisseaux à travers le cosmos. Une idée qui, bien que spéculative, répond à certaines énigmes avec une simplicité troublante. La vérité est que nous ne savons pas. Et ce n'est pas un échec, c'est une promesse. La promesse que de nouvelles découvertes nous attendent. La promesse que l'univers a encore des secrets à nous révéler, des merveilles qui dépassent notre imagination actuelle, que ces signaux soient les cris de naissance d'étoiles mortes ou le murmure lointain de technologies avancées, ils nous rappellent la même chose. L'univers est un endroit vaste, dynamique et mystérieux. Et nous, sur notre petite planète, avons le privilège incroyable de pouvoir lever les yeux, tendre l'oreille et poser des questions. J'espère que ce voyage vous a été agréable et apaisant. Merci de m'avoir accompagné. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres conférences pour s'endormir, à laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail et surtout, à partager votre théorie préférée dans les commentaires. Pensez-vous que les sursauts radio rapides sont un phénomène naturel ou osez-vous croire à une origine artificielle? Il est temps maintenant de laisser ces pensées cosmiques se dissoudre doucement et de vous abandonner à un sommeil calme et profond. Douce nuit.